Et si vous découvriez qu'on vous a volé votre enfant, pendant que vous dansiez, inconsciente du piège qui se refermait? Une mère trahie, un réseau invisible, une vérité plus dangereuse que le mensonge lui-même. Vous êtes au point de vivre l'histoire bouleversante d'Aya Conan, inspirée des réalités douloureuses, mais bien réelles de nos sociétés africaines. Ce n'est pas juste une histoire, c'est un cri silencieux, un combat de l'ombre, un voyage vers la justice. Dites-nous dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous? Et surtout, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, l'Atelier de l'Histoire, pour ne rien rater des récits africains les plus poignants, racontés avec puissance, émotion et vérité. Préparez-vous à entrer dans l'histoire. Maintenant, place au récit. La lumière du matin glissait à travers les interstices du vieux rideau de tulle suspendu à la fenêtre de tôle. Le coq avait chanté depuis longtemps, mais Aya était encore là, assise sur le bord de son matelas effondré, le regard vide, fixé sur un point invisible au sol. Dans la chambre exiguë qu'elle partageait avec sa petite fille, le silence avait pris le pas sur le monde, un silence lourd, saturé de pensées qu'elle n'osait plus formuler à haute voix. Le souffle tiède de la ville d'Abidjan entrait par la lucarne, porteur des bruits du dehors, klaxons étouffés, cris d'enfants, un marché qui s'éveillait. Mais dans l'univers intérieur d'Aya, rien ne vibrait. Depuis la disparition de Philly, son bébé de 9 mois, la vie avait perdu ses couleurs. La veille, la pluie était tombée violemment sur le quartier de Yopougon, lavant les tôles, martelant la terre rouge, comme si le ciel lui-même tentait d'effacer les traces de son chagrin. Mais aucun déluge, si brutal soit-il, ne pouvait effacer ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait fait. Le souvenir la poursuivait sans répit. La musique, les lumières artificielles autour de la piscine, le goût doux amer du champagne bon marché sur ses lèvres. Elle dansait, oubliant tout, riant d'une légèreté qui ne lui appartenait pas vraiment. Puis, l'absence, le vide au bord de l'eau, le cri, le chaos. Et cette vérité insoutenable, elle avait oublié son enfant. Aya ne savait plus si elle avait perdu à cause d'un accident ou d'une main plus noire. Il y avait cette voix, celle d'une femme qu'elle ne connaissait pas bien, qui lui avait tendu le verre. Il y avait eu ce moment d'hésitation, ce frisson étrange dans son dos, et puis plus rien, le noir. Depuis ce jour, le quartier entier murmurait son nom avec mépris. La mère indigne, celle qui a préféré danser que bercer, la jolie fille aux cheveux toujours bien peignés mais au cœur vide. Aya ne sortait plus. Sa famille avait tourné les yeux. Ses amis évitaient son regard. Seule la vieille voisine, Mémé Dogon, osait encore lui parler. Aya vivait comme un fantôme. Mais sous cette peau tremblante, un feu couvait. Quelque chose en elle se réveillait. Car plus les jours passaient, plus une intuition douloureuse s'enracinait dans son esprit. Philly n'était pas morte. Il y avait des détails qui ne collaient pas. Une absence de témoins directs, des témoignages contradictoires, et surtout cette ombre aperçue au dernier moment, cette silhouette féminine à la démarche hésitante. Ce souvenir revenait chaque nuit, et dans l'obscurité de sa chambre, Aya jurait qu'elle entendait un rire d'enfant. Le rire de Philly. Ce matin-là, pour la première fois depuis longtemps, elle prit une décision. Elle se leva. Doucement, elle tressa ses cheveux, enfila son pagne préféré, rouge comme le feu qui la dévorait, et noua son chignon. Puis, elle sortit de la chambre, laissant derrière elle l'odeur de l'encens consumé, les habits sales et la peur. Aya allait chercher la vérité. Même si cela voulait dire marcher dans la boue, frapper aux portes qui refusent de s'ouvrir, affronter ceux qui rient ou qui mentent, car quelqu'un savait. Et elle, la mère indigne, allait retrouver son enfant, ou mourir en essayant. Le soleil s'était à peine hissé au-dessus des toits rouillés de Yopougon que déjà les vendeuses installaient leurs nattes au bord des ruelles, les bras pleins de beignets, de feuilles de manioc et de poissons séchés. L'air sentait la friture, le charbon humide et la terre rouge encore fraîche. Mais dans ce tumulte matinal, Aya avançait sans regarder autour d'elle.
Son regard était fixe, ses gestes précis. Elle ne savait pas encore où elle allait, mais son corps, lui, le savait. Elle avait passé la nuit à fouiller une boîte en plastique bleu, cachée dans un coin de sa chambre, contenant les rares souvenirs de Philly. Un bracelet offert à sa naissance, une photo chiffonnée, une petite sandale. En la tenant contre sa joue, Aya avait pleuré en silence, les yeux secs, vidés de larmes. Mais c'était en retournant la photo qu'elle avait vu un détail oublié, le logo de l'hôtel où tout avait basculé. Résidence Émeraude. C'est là qu'elle allait. Le quartier d'Angré, où se situait l'hôtel, semblait appartenir à un autre monde. Les immeubles peints récemment, les clôtures électriques, les portiers en uniforme, tout respirait la sécurité, la propreté, l'apparence bien tenue. Aya s'y sentait étrangère. Ses sandales glissaient sur le marbre bleu de l'entrée. Ses yeux fixaient le réceptionniste qui leva à peine la tête en la voyant approcher. « Bonjour » dit-elle d'une voix calme. « J'étais ici il y a 2 semaines, à une fête privée, au bord de la piscine. Il s'est passé un drame. Je cherche quelqu'un. » Le réceptionniste cligna des yeux, son sourire poli se figea. Il consulta rapidement un registre sans vraiment chercher. « Désolé, madame, nous ne gardons pas de traces des invités d'événements privés, et je n'étais pas là ce soir-là. Peut-être voir avec le gérant ?» Aya inspira profondément. Elle savait déjà ce qu'il allait dire. Le gérant était absent, toujours invisible. Mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, une femme passa dans le hall, tenant un plateau. Elle portait l'uniforme du service de nettoyage, mais ses yeux s'arrêtèrent brièvement sur Aya. Un regard, à peine 1 seconde, mais suffisant. Il y avait quelque chose, une étincelle de reconnaissance, une tension dans les épaules, et surtout, une hésitation dans le pas. Aya la suivit sans réfléchir. Derrière le bâtiment principal, là où les clients ne vont jamais, la femme rangeait les draps dans une buanderie exiguë. Elle sursauta en voyant Aya entrer. « Je vous ai vu me regarder » dit-elle d'une voix calme. « J'étais ici il y a 2 semaines, à une fête privée au bord de la piscine. Il s'est passé un drame. Je cherche quelqu'un. » La femme, elle s'appelait Clarisse, selon son badge, baissa les yeux, puis regarda autour d'elle. Elle déposa le drap, lentement, avant de murmurer « Ce que vous cherchiez, ce n'est pas ici qu'on vous le dira. Mais vous avez raison. Il s'est passé quelque chose. Ce n'était pas un accident. Il y avait une femme. Elle portait un foulard bleu. Elle n'était pas invitée. On l'a vue plusieurs fois rôder. Et puis elle est repartie avec une valise. Une grosse valise. Il pleuvait. » Aya sentit son cœur s'arrêter. Une valise ? Clarisse continuait, la voix tremblante. « Le vigile d'Émilie, Kader, il l'a vu. Il m'a dit qu'il avait reçu de l'argent pour ne rien dire. Le lendemain, il a démissionné. Il habite à Abobo. C'est tout ce que je sais. » Sur le chemin de retour, Aya avait l'impression que ses jambes ne touchaient plus le sol. Elle avançait dans un monde trouble, l'esprit brouillé par ce qu'elle venait d'entendre. Quelqu'un avait pris son enfant. Volontairement. Froidement. Et tout le monde s'était tu. Mais dans cette révélation amère, il y avait aussi une flamme. Philly était peut-être vivante. Arrivée chez elle, Aya referma la porte derrière elle et s'écroula au sol, les bras autour de son ventre vide. Elle pleurait cette fois, pour de vrai. Mais ce n'était pas la douleur qui coulait, c'était la rage. La promesse silencieuse qu'elle allait tout détruire, tout remuer jusqu'à retrouver la vérité. Ce soir-là, dans le vieux cahier d'école abandonné sur sa table, Aya écrivit ces mots. « Ils ont volé ma chair. Ils croient que je vais mourir en silence. Mais je suis une femme, une mère, et je reviens. » La nuit tombait sur Abidjan, avec sa lenteur suffocante enveloppant la ville d'un voile moite plein de murmures et de secrets. Dans sa chambre, Aya finissait de plier soigneusement un foulard qu'elle attacha autour de ses hanches. Un geste simple, mais chargé de sens. Elle n'était plus seulement une mère en deuil.
Elle devenait une enquêtrice de l'ombre, une survivante, affamée de vérité. Clarisse lui avait soufflé un nom, Kader, un vigile qui aurait vu l'impensable. Son dernier lieu connu, un secteur précaire d'Abobo, entre les ateliers de tauliers et les petits bars en bois. Un endroit où même les policiers ne se risquaient pas sans contrepartie. Aya n'y était jamais allée seule. Il faisait déjà nuit lorsqu'elle descendit du Gjbaka, à moitié rouillée, un minibus qui sentait la sueur, le gazole et les rêves cassés. Elle tenait son sac contre sa poitrine, le regard aux aguets. Les rues d'Abobo étaient vivantes, trop vivantes. Les motos slalomaient entre les badauds, les vendeuses de poissons criaient à plein poumon, des groupes d'hommes fumaient sous les lampadaires cassés. C'est là qu'elle vit Salif. Un ancien ami de son frère, grand, vêtu d'un t-shirt Manchester United trop serré. Il l'avait toujours regardé avec un mélange d'admiration discrète et de méfiance distante. En la voyant, il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ici toute seule ?» Elle lui expliqua tout. Ou presque. Salif resta silencieux un long moment, puis acquiesça lentement. « Je connais Kader. Il squatte un bâtiment abandonné près du stade, avec d'autres ex-vigiles. Mais tu dois faire attention. Ce quartier n'a pas de mémoire, mais il a beaucoup d'œil. » Aya n'y était jamais allée seule. Le bâtiment n'avait plus de toit, juste une carcasse bétonnée. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, seulement éclairé par des braseros autour desquels des hommes jouaient aux cartes, torse nu, l'œil dur. Un air de reggae grinçait depuis un vieux téléphone portable posé dans une boîte en plastique. Aya se tenait droite, sans trembler. Kader était là. Il était plus jeune qu'elle l'imaginait, à peine 30 ans. Des cernes profondes creusaient son visage. Lorsqu'il la vit, il se raidit. « Je ne parle pas aux fantômes, surtout ceux qui hurlent dans les piscines. » Salif posa une main sur son épaule. « Parle-lui, Kader, elle ne te veut aucun mal. » Il hésita. Puis lentement, il se leva, s'éloigna des autres et s'assit sur un vieux pneu. Il sortit une cigarette. « Ce que j'ai vu cette nuit-là, c'était pas un cauchemar, c'était organisé. La femme au foulard bleu, elle est sortie par l'arrière. Elle avait un badge, un faux badge. Elle n'était pas invitée, mais elle savait où aller. J'ai reçu 200 000 francs CFA pour fermer les yeux. Un gars m'a dit que c'était une affaire d'adoption privée, qu'un couple blanc allait récupérer l'enfant plus tard. Il la regardait enfin. Mais j'ai vu l'enfant dans la valise. Elle n'était pas morte. Elle bougeait. » Aya s'écroula presque. Sa poitrine se contractait. Son cœur battait si fort qu'elle en avait mal aux tempes. Philly était en vie. « Qui t'a payé ?» demanda-t-elle, la voix sèche. Kader secoua la tête. « Je ne sais pas son nom, mais je me souviens d'un parfum. Fort, un mélange de muscles et de lavande. Et la femme, elle parlait comme une dame bien, une dame de la télé. » En quittant le bâtiment, Salif resta silencieux un long moment. Puis quelque chose en lui avait changé. Il paraissait tendu. Il regardait autour de lui trop souvent. Quand ils atteignirent la route principale, il proposait de l'accompagner jusqu'à chez elle. Aya refusa gentiment. Elle avait besoin d'être seule, de digérer ce qu'elle venait d'apprendre. « Fais attention à toi, » dit-il en s'éloignant. Elle lui sourit, un sourire fragile. Puis elle tourna les talons. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'à peine 5 minutes plus tard, Salif décrocha son téléphone. Une voix de femme répondit à l'autre bout, calme et élégante. « Tu avais raison. Elle enquête. Elle est allée voir Kader. »« Parfait, » répondit la voix. Qu'elle continue. Plus elle s'approche, plus elle tombe dans le piège. Salif resta silencieux. « Tu sais ce qu'il te reste à faire, Salif. » Puis elle recacha. Cette nuit-là, Aya dormit pour la première fois sans cauchemar, parce qu'elle croyait être en train d'avancer vers la lumière. Mais l'ombre la précédait déjà. La chaleur était écrasante, bien qu'il fût à peine 8 heures du matin. Aya avait passé la nuit assise sur le sol, dos au mur, sans fermer l'œil. Elle n'était pas fatiguée. Elle ne ressentait plus son corps, seulement ce flux brûlant d'instinct et de colère qui la tenait debout. Elle avait noté dans un vieux cahier les noms, les lieux, les détails, tout ce que Kader lui avait confié. Une ligne revenait en boucle, une dame de la télé, un parfum musc et lavande. Aya ne savait pas pourquoi, mais un visage lui revenait sans cesse. Yvonne Aka, une femme du quartier qu'elle n'avait jamais réellement approchée,
présidente d'une association de bienfaisance, souvent invitée sur les plateaux télé pour parler d'aux aides aux mères en détresse. Toujours parfumée, toujours en pagne soyeux, toujours souriante. Trop souriante. Yvonne connaissait tout le monde, et tout le monde la respectait. Elle était ce genre de femme qu'on ne soupçonne jamais, parce qu'elle distribue le riz et les pagnes à Noël. Aya savait qu'elle ne pouvait pas se pointer chez elle sans attirer les soupçons. Elle décida donc de passer par la fondation qu'Yvonne dirigeait à Trècheville, Maison Mère, un centre d'accueil pour jeunes mères abandonnées. Elle arriva devant la grande grille métallique. Un panneau souriait à ceux qui entraient. « Réparer les vies brisées, une femme à la fois ». Aya eut un frisson. Une assistante l'accueillit. Elle était douce, très jeune, visiblement fatiguée. Elle crut Aya lorsqu'elle prétendit vouloir être bénévole. C'est peut-être un mensonge nécessaire. Pendant 3 heures, Aya resta assise dans une salle commune à plier des habits pour nourrissons. Autour d'elle, des filles à peine majeures, certaines enceintes, d'autres déjà mères, riaient à moitié. Mais une fille en particulier attira son attention. Elle s'appelait Bintou, une gamine de 16 ans, au ventre encore rond, malgré son regard vide. Aya s'approcha doucement. « Tu es maman depuis longtemps ?»« Elle m'a dit que c'était mieux comme ça, » murmura Bintou. « Qui ça, elle ?»« La dame, Yvonne, elle m'a dit que je n'étais pas prête, que mon bébé allait être mieux ailleurs. » Aya sentit son cœur se glacer. « Où est ton bébé, Bintou ?» La jeune fille baissa la tête. « Ils sont venus le chercher une nuit. Elle m'a donné de l'argent, mais je n'ai jamais revu mon enfant. » Aya sortit de la pièce, tremblante. Elle se réfugia dans les toilettes, s'accrochant au lavabo fendu, comme si le monde s'effondrait sous ses pieds. Ce n'était pas un cas isolé, c'était une mécanique, une filière. Elle comprit alors pourquoi la femme au foulard bleu avait pu s'infiltrer si facilement à la fête. Elle faisait déjà partie du décor. Aya vit le puzzle se former. Des enfants enlevés, vendus à l'étranger sous couvert d'adoption ou de charité. Et tout cela maquillé par le vernis d'une bonne action. Elle se regarda dans le miroir cassé. Son reflet tremblait. Mais dans ses yeux, il y avait une flamme froide. Yvonne Aka, elle tenait les clés. Plus tard dans l'après-midi, Aya rôdait autour du portail de la maison d'Yvonne dans le quartier chic de Cocody d'Anga. Une villa blanche avec des volets verts, portail électrique, caméras de surveillance. Mais ce n'est pas la sécurité qui frappa Aya, c'est l'odeur. Un parfum, fort, persistant. Un mélange de musc et de lavande. Aya eut un haut-le-cœur. La grille s'ouvrit soudain, une 4x4 noire sortit. À l'intérieur, Yvonne, lunettes de soleil sur le nez, téléphone collé à l'oreille. Leur regard se croisa un court instant. Un millième de seconde, Yvonne sourit. Un sourire poli, mesuré, glacial. Mais Aya vit tout. Ce n'était pas un sourire de surprise, ni de gêne. C'était un sourire de reconnaissance. Yvonne savait. Ce soir-là, Aya retourna voir Clarisse à l'hôtel. Elle voulait lui montrer une photo d'Yvonne obtenue sur Internet. Elle ne dit rien. Elle posa simplement la photo sur la table. Clarisse blêmit. Ses doigts tremblaient. « C'est elle, » murmura-t-elle. « C'est la femme au foulard bleu. » Aya ne dormit pas. Elle resta toute la nuit sur sa natte avec les bras autour des genoux à fixer le plafond. Elle se répétait inlassablement. « Elle a ma fille. Elle a pris ma vie. Elle ne sait pas encore que je suis la mauvaise personne à trahir. » Le ciel d'Abidjan était chargé ce matin-là, comme si les nuages eux-mêmes hésitaient à se déverser. Une chaleur lourde, électrique, s'accrochait aux peaux et aux pensées. Dans la ruelle silencieuse de Yopougon, Aya enroula lentement son foulard rouge autour de sa tête, noua le dernier pan avec fermeté et se regarda dans le miroir fendu de sa chambre. Son reflet n'était plus celui d'une victime. C'était celui d'une mère prête à frapper. Elle n'avait ni armes, ni preuves officielles, mais elle avait la vérité, celle qu'on lit dans les silences, qu'on sent dans les regards, qu'on devine derrière les gestes trop parfaits. Et cette vérité, elle allait la poser aux pieds d'Yvonne Aka. Mais pas en public, pas dans la rue, pas avec des cris ou des caméras. Aya allait frapper là où ça fait mal, dans le secret. Elle se rendit à la maison mère plus tôt que prévu, à une heure où peu de gens traînaient dans les couloirs. Elle marcha d'un pas sûr, ignora les remarques des jeunes filles sur son pagne rouge flamboyant,
Un choix volontaire, la couleur de la guerre. Yvonne était dans son bureau. Luxueux, trop luxueux pour une ONG qui disait manquer de moyens. Meubles en bois massif, rideaux de soie, photos avec des diplomates accrochés au mur. « Aya, que fais-tu ici si tôt ?» dit-elle, en relevant à peine les yeux de ses papiers. Aya ferma la porte derrière elle, sans répondre. Elle avança lentement jusqu'à s'asseoir en face de la femme. Les deux femmes se jaugeaient. Yvonne croisait les jambes. Son parfum flottait déjà dans la pièce, musc et lavande. « J'ai une question, » dit Aya calmement. « Où est ma fille ?» Un long silence s'installa, un silence tendu comme un fil de rasoir. Yvonne haussa un sourcil, puis sourit, ce même sourire froid, mesuré, qui masquait le poison. « Tu es confuse, ma chérie. Le traumatisme, ça joue avec la mémoire. »« Je me souviens de tout. Clarisse se souvient aussi, Kader aussi. Le foulard bleu, la valise, la fausse adoption. » Yvonne reposa son stylo, lentement, avec une lenteur calculée. « Tu n'as aucune preuve. J'ai un cœur de mère, et il me hurle que Philly est en vie. » Yvonne se leva. Son visage ne souriait plus. « Tu ne comprends rien, Aya. Tu es pauvre. Tu n'as rien. Tu vis dans une chambre sans électricité. Tu crois que c'est une vie pour un enfant ? On lui a donné une chance, une vraie, avec une famille, qui a les moyens, l'amour, l'avenir. » Aya se leva à son tour. « Tu as volé mon sang, ma chair, pour ton réseau d'anges hypocrites. » Yvonne rit, un rire court, sec, méprisant. « Tu n'imagines pas à qui tu parles, ce que tu affrontes. Ce n'est pas un caprice d'ONG, Aya, c'est un système. Des ministères, des médecins, des avocats, des pasteurs, même des policiers. Ils te feront passer pour folle avant même que tu n'ouvres la bouche à la télé. Tu es seule, mais Aya ne trembla pas. Je n'ai pas besoin d'être nombreuse, j'ai juste besoin d'être vraie. Et ça, c'est plus dangereux que ton réseau. » Yvonne s'approcha lentement, planta son regard dans le sien. « Tu veux jouer à la guerre ? Très bien, mais sache une chose. À la guerre, on sacrifie toujours quelque chose. » Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Aya trouva sa porte ouverte, ses affaires renversées, son carnet déchiré, ses vêtements fouillés. Et sur son lit, un petit bracelet, celui de Philly, celui qu'elle avait caché dans la boîte bleue. Aya chancela. Ce n'était plus une menace voilée, c'était un avertissement. Quelqu'un était venu lui dire « On sait que tu sais ». Et pire, « On sait où tu dors ». Elle passa la nuit sur le toit d'un immeuble voisin, couchée sur le ciment, seule, avec les étoiles et ses pensées. Elle sentait la peur ramper sous sa peau. Mais elle sentit aussi une autre chose naître en elle, la lucidité brutale. Elle ne gagnerait pas cette guerre seule. Elle avait besoin d'un allié attendu, un journaliste, un traître, un infiltré, un corrompu repenti, quelqu'un qui connaissait l'intérieur du système, quelqu'un prêt à tomber avec elle. Et elle savait exactement où le trouver. Il pleuvait sur Abidjan. Pas la pluie chaude et fugace qui lave les trottoirs, non, une pluie lourde, sale, interminable. Celle qui s'infiltre dans les tuiles, qui pèse sur les toits en tôle, qui fait taire les enfants et plombe les cœurs. Aya marchait dans l'avenue à pas lents, les sandales trempées, son pagne collé à ses jambes comme une seconde peau détrempée. Elle n'avait pas mangé, elle n'avait pas dormi, et pourtant elle avançait. Le nom lui brûlait les lèvres depuis la veille. Jean-Marc Quadio. Un ancien journaliste de la RTI, autrefois vedette du 20h, aujourd'hui relégué à des chroniques locales qu'on enterre entre deux publicités. Tombé en disgrâce après une bavure médiatique jamais vraiment expliquée. On disait qu'il avait voulu dénoncer un trafic, qu'il avait reçu des menaces. Puis on ne l'avait plus vu qu'aux conférences de presse oubliées. Mais Aya savait. Il n'avait pas trahi. Il s'était tu pour survivre. Elle se rendit à la maison de la presse à Adjamé, un bâtiment gris, décrépit, dont les murs suintaient le désespoir des mots bâillonnés. Là, on lui indiqua le coin de Jean-Marc, un petit bureau à la vitre fêlée, décoré d'une pile de journaux froissés et d'un vieux portrait de Thomas Sankara. Lorsqu'elle entra, il leva à peine la tête. « Je n'ai pas de temps pour des interviews, mademoiselle. » «
Je ne veux pas être interviewée. Je veux qu'on écoute et qu'on aide. » Elle déposa sur le bureau les fragments de son carnet recollé, une photo de Philly et un foulard bleu taché qu'elle avait retrouvé dans une décharge non loin de la résidence Emeraude. Jean-Marc leva enfin les yeux. Son visage était dur, fatigué, mais ses yeux brillaient. Ce n'était pas un homme cassé, c'était un homme prudent. « Vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds, dit-il après un long silence. « Si, je sais, j'y suis déjà jusqu'au cou. » Il lut, relut, observa chaque page, chaque mot griffonné. À mesure qu'il tournait les feuilles, son visage changeait. Quelque chose en lui se redressait, un vieux feu qu'on croyait éteint. « Vous avez des noms ? » ? « Oui. » « Des témoins ? » ? « 2 déjà menacés, peut-être en danger. » « Et vous pensez que le système laissera passer ça ? Que quelqu'un va publier cette histoire ? » ? « Je pense que vous avez envie de la faire exploser vous-même. » Aya le regarda droit dans les yeux. Jean-Marc reposa le dossier. « Si on le fait, il faut tout. Enregistrement, visuel, traçabilité. Si on rate un maillon, ils vous traiteront de folle et moi de menteur sénile. Et vous finirez dans une cellule ou dans un caniveau. Je suis déjà morte une fois. Il ne me reste que ma fille. » Un silence. Puis, Jean-Marc ouvrit un tiroir, sortit un vieux dictaphone et une clé USB. « Bienvenue dans la guerre, mademoiselle. » Ils se mirent à travailler ensemble, en secret. Chaque soir, Aya lui racontait tout. Jean-Marc, lui, faisait des recoupements. Il avait des contacts dans les hôpitaux, dans l'administration, dans l'ombre. Il savait où chercher. Ce qu'il découvrit confirmait tout. Des certificats de naissance falsifiés. Des bébés sortis de maternité pour adoption internationale sans autorisation judiciaire. Des donateurs étrangers liés à des associations écrans. Et surtout, le nom d'un cabinet médical privé appartenant au mari d'Ivonaka. Le puzzle se refermait. Ce n'était pas une femme corrompue, c'était un empire familial. Mais un soir, alors qu'il réécoutait un témoignage, Jean-Marc pâlit. « Aya, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Il sortit une photo datée d'il y a qu'un an. On y voyait Yvonne lors d'une cérémonie officielle, serrant la main d'un homme que Aya reconnut aussitôt. Salif. Son vieil ami, celui qui l'avait conduite à Kader, celui qui avait semblé protecteur. Il était sur la photo, en veste de sécurité privée, à côté d'Yvonne. Il ne t'a pas aidé, il t'a guidé vers ce qu'il voulait que tu vois. Il a été ton berger, pour mieux t'amener à l'abattoir. Aya sentit sa gorge se serrer. Elle n'avait jamais eu le contrôle. Chaque pas qu'elle croyait faire vers la lumière n'était qu'un déplacement dans le labyrinthe construit pour elle. Elle tomba à genoux. Elle cria sans voix. Et puis elle se releva. On continue. On les écrase. Et Salif, je m'en occupe. Cette nuit-là, Jean-Marc copia toutes leurs preuves sur une clé USB qu'il glissait dans un étui noir. Si je disparais, va voir une seule personne, Annie Touré, ancienne juge. Elle me croit encore. Elle peut transmettre à la presse internationale. Aya prit la clé. Elle ne tremblait plus. Le feu dans ses veines était froid, limpide, fatal. Il faisait étrangement clair ce matin-là. Le soleil frappait Abidjan sans répit, comme pour faire évaporer les derniers restes d'ombre. Aya marchait à découvert, tête haute, les yeux tournés vers le ministère de la Solidarité nationale, un épais dossier contre sa poitrine. Elle ne fuyait plus. Elle avançait. Depuis sa rencontre avec Jean-Marc, une semaine s'était écoulée. Une semaine où ils avaient tout préparé. Une semaine de faux rendez-vous, de fichiers cryptés, de copies déposées en lieu sûr, de témoignages enregistrés à visage flouté. Et cette fois, elle ne comptait plus sur la justice ivoirienne seule. Non, elle avait visé plus haut. L'ambassade de Norvège, l'attaché de presse de France 24 et surtout l'ancienne juge Annie Touré avaient tous reçu des copies. Le feu était prêt. Il ne manquait que l'étincelle. Cette étincelle serait un scandale, en direct. Aya entra dans la grande salle de conférence du ministère.
L'association d'Yvonne Aka tenait une conférence de presse sur la modernisation de l'adoption humanitaire. Caméras, journalistes, représentants d'ONG. Des micros partout. Yvonne était déjà là, royale dans son boubou bleu ciel, le sourire figé, ses mains jointes comme une sainte. Aya s'assit au fond, son foulard serré comme un nœud de guerre. Jean-Marc était à l'extérieur. Il filmait tout avec un drone. Les signaux étaient prêts à être envoyés. Un clic, et tout exploserait. Mais soudain, quelque chose de plus cruel encore se produisit. Une femme entra dans la salle, blonde, étrangère, élégante. Elle tenait d'un bébé noir dans ses bras. Aya sentit son souffle se couper. C'était Philly. Elle en était certaine. La fossette, le grain de beauté au-dessus du sourcil gauche, les yeux ronds, vifs, inquiets. Sa fille. Sa fille. Le sol sembla s'effondrer sous ses pieds. Elle se leva lentement. Le monde devint flou, sa gorge tremblait, ses jambes aussi. Mais elle avançait, droite, tranchante, irréversible. « Ce bébé n'est pas à vous, dit-elle à la femme, devant toutes les caméras. Il m'appartient. Elle s'appelle Philly Conan, née à la maternité de Yopougon, enlevée il y a 3 mois. Et vous, vous êtes la façade de ce réseau de trafic d'enfants. » Yvonne se leva à son tour. « Faites-la sortir !» hurla-t-elle. Mais c'était trop tard. Jean-Marc venait d'envoyer la vidéo en direct sur Facebook. Les journalistes reçurent tous un lien simultané. Sur les écrans de leur téléphone, les images apparaissaient. Les enregistrements de Clarisse, la confession de Kader, les faux certificats de naissance, le plan du réseau, le témoignage de Bintou et la preuve ultime, une copie du passeport de l'enfant au faux nom émis dans une clinique privée appartenant au mari d'Yvonne. La salle éclata. Des cris, des flashs, des journalistes courant vers Aya, des agents de sécurité débordés, et Yvonne, figée, livide, tentant de rejoindre la sortie par une porte arrière où l'attendait la juge Annie Touré. Téléphone à l'oreille, avec 2 gendarmes. Madame Aka, vous êtes en état d'arrestation pour trafic d'enfants, falsification de documents et association criminelle. Mais ce n'était pas fini. La femme étrangère, tremblante, regardait Aya. Je ne savais pas. On m'a dit qu'elle avait été abandonnée. Elle ne l'a jamais été, répondit Aya en pleurant. J'ai été piégée. Et elle a été volée. Elle s'approcha doucement de l'enfant. Philly hésita, puis tendit les bras. Un instant suspendu. Le monde s'arrêta. Aya serra sa fille, fort, très fort. Elle sentit son odeur, sa chaleur. Ses larmes coulaient sur son cou. Elle murmura « Je suis là, ma fille. Je suis revenue. » Dans les jours qui suivirent, l'affaire fit la une des journaux internationaux. Yvonne et plusieurs de ses complices furent arrêtés. Salif tenta de fuir, il fut retrouvé dans un hôtel à Bassam. Même certains fonctionnaires furent démis de leurs fonctions. Aya refusa les interviews. Elle ne voulait pas être un symbole. Elle voulait être une mère. Jean-Marc, lui, retrouva sa place. Pas dans la télé, non, mais dans les écoles de journalisme, comme enseignant. Il racontait l'histoire d'Aya comme une légende moderne, celle d'une femme seule contre un système entier. Un soir, Aya s'assit devant la mer à Assigny. Philly dormait dans ses bras. Elle ne pleurait plus. Elle ne tremblait plus. Elle souriait. Fatiguée. Marquée. Mais libre. Elle regarda le ciel et dit doucement « Je t'ai retrouvée, ma fille. Et je ne te lâcherai plus jamais. » Et le vent emporta ses mous vers l'horizon,
Merci d'avoir suivi cette histoire bouleversante, pleine de trahison, de courage et de vérité. Avant de partir, on aimerait savoir, dans quel pays êtes-vous en train de nous regarder? Laissez votre réponse en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres histoires aussi puissantes, inspirées de la réalité africaine et du cœur humain. L'atelier de l'histoire. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire nous aide à continuer à raconter les voix qui comptent. Merci de faire partie du voyage. À très bientôt pour une nouvelle histoire.